J'aimerais vous poser une question à propos d'une actualité récente de ces 3 dernières années et vous demander en quoi ça peut vous aider ou bien les résultats ne vous concernent pas. Il a été découvert, si c'est avéré, un phénomène d'onde gravitationnelle. Or, tout à fait, aux origines, il aurait pu y avoir ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles primordiales, parce qu'il y a eu ce bang, ça aussi c'est une métaphore, on devrait voir quelque chose, on devrait voir un écho dans la matière. Est-ce que ce qui a été fait ces dernières années, tu parlais d'expériences en physique des particules, est-ce que ces expériences d'autres physiciens, d'astrophysiciens, ça vous guide, ça vous aide, ou ça vous pose finalement une énigme de plus? Vous arrivez à raccrocher les wagons? Alors dans ce cas particulier, ça aide pas directement, mais il faut d'abord que j'essaye de dire quelques mots qui qualifient ce que je viens de dire. Alors effectivement, dans les mécanismes qu'on imagine pour être, disons, de ce qui va initier la croissance de la complexité, ce qui fabrique les grumeaux, on imagine un certain nombre de mécanismes qui sont en gros le mariage de la relativité générale issu du mariage de relativité générale et mécanique quantique. Bon, c'est à partir de là qu'on peut développer des théories et dont on vérifie ou pas, mais Planck a vérifié une des principales, des conséquences observationnelles. Alors il se trouve que naturellement, si on produit des grumeaux de densité pour engendrer, pour démarrer la course à la fabrication des structures, celles que Planck mesure, puis après autour de nous. Les structures qui sont les galaxies, oui, les amas de galaxies. L'ossature de l'éponge, si vous voulez. Voilà. Mais assez naturellement, ces mêmes mécanismes sont susceptibles de créer aussi des ondes gravitationnelles primordiales. Donc, un des grands enjeux, justement, des expériences futures, c'est d'essayer de les détecter. Il se trouve que là aussi, il y a une autre propriété de la lumière dont je n'ai pas parlé, qui permettrait, éventuellement, de les mesurer. Alors ça c'est un enjeu extraordinaire parce que si on arrivait à les détecter, ça serait la première indication expérimentale, ou plutôt observationnelle, de manifestation de la gravité quantique. Théorie que nous n'avons pas, et donc tout guide serait extraordinaire. Mais c'est pas garanti du tout. Car on peut construire des expériences qui vont avoir un certain niveau de sensibilité et qui peut-être, si la nature coopère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au niveau de ce que notre technologie permet de mesurer, alors on pourra progresser. Simplement, et c'est maintenant que je qualifie ma réponse, ce qu'on sait d'ores et déjà de l'absence de détection par Planck de traces de ces ondes gravitationnelles primordiales, avec une extrapolation théorique modérée, montre que ce qu'on pourrait observer directement autour de nous est très en dessous du fond, disons, de ce qui est dû à des trous noirs, ce qu'on observe, ce qui est magnifique. De toute façon, c'est pas du tout une critique ces ondes gravitationnelles qu'on détecte avec LIGO, Virgo, etc. C'est en gros de la physique des objets autour de nous. C'est pas du tout une trace. C'est pas du tout une trace, disons, de ce qui a pu se passer du point de vue fluctuation primordiale. Et donc, alors, sauf s'il y avait un accident, c'est-à-dire qu'il y a il y a un mécanisme qu'on ne connaît pas et qui en produirait beaucoup plus que ce qu'on attend. Donc, il y a une connexion, mais un peu indirecte. En revanche, notre meilleur espoir de détection des ondes gravitationnelles primordiales, c'est justement une expérience qui serait post-Planck, qui mesurerait une autre propriété qui s'appelle la polarisation de la lumière. Bon, c'est pas la peine de décrire, mais une autre propriété de la lumière issue de la même époque et qui permettrait de révéler leur présence ou pas. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que c'est pas directement. Maintenant, je voulais quand même faire un petit commentaire, parce que j'en profite parce que j'ai le micro. En ce qui concerne les conditions initiales,
on peut parfaitement. Ce qu'on fait aussi, c'est prendre comme condition initiale l'univers observé aujourd'hui et prendre les lois pour essayer de remonter vers le passé. En pratique, moi, je vous ai beaucoup parlé de ça, c'est-à-dire on part de ce qui est autour de nous, on essaye de voir comment on peut appliquer les lois qu'on connaît, et c'est justement cette extrapolation vers les conditions initiales, cette fois en temporel, qui est incertaine, parce que on se dit, finalement, quand on en arrive très tôt dans l'histoire de l'univers, avec des densités d'énergie phénoménales, etc., est-ce que les lois qu'on utilise pour faire cette extrapolation sont toujours valables? Et donc, en fonction de ce qu'on donne comme réponse à cette question, eh bien, on imagine des périodes très tôt dans l'histoire de l'univers, enfin, ce qu'on veut mettre derrière le mot Big Bang, on met des choses différentes. David Elbaz et Oui, Christophe à nouveau. Je voudrais, donc, sur les ondes gravitationnelles, pour compléter aussi ce que vient de dire François, il y a aussi un apport direct de ce qui a été mesuré, donc cette fois dans l'univers un peu plus proche, en plus des ondes gravitationnelles primordiales. Donc, le 17 août 2017, il y a eu une paire d'étoiles à neutrons, celle dont je parlais tout à l'heure, qui avait été imaginée par Zwicky. Des étoiles très 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 denses. C'est des étoiles très 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 denses qui sont un peu avant le trou noir. Le premier événement qu'on a vu d'ondes gravitationnelles, c'est des trous noirs. Juste quand je disais tout à l'heure que Einstein a vu qu'il y avait une étrange coïncidence entre l'accélération et la gravité, il en résulte de ça que peuvent se propager dans l'espace des vagues, de la même manière que se propagent des vagues dans l'eau. Encore fallait-il les mesurer. Et alors bien sûr, c'est toujours une analogie avec ses limites. Je vois François qui fait ça. C'est de la vulgarisation, donc restons vulgaires. Et donc, ces vagues, on les avait... on savait qu'elles existaient de manière indirecte par des travaux dans les années 70 de Hulse et Taylor qui étaient à partir de pulsars et une paire de deux objets qu'on a pu... Donc de manière indirecte, on avait ça, ils ont eu un prix Nobel pour ça. Mais plus récemment, on a pu détecter ces ondes qui sont arrivées jusqu'à nous. En gros, quand elles arrivent, vous êtes comprimé et dilaté un tout petit peu. Pour ça, des fois, vous rêvez la nuit, vous ne savez pas pourquoi, c'est à cause de ça. Bon, le problème, c'est que c'est la fraction, c'est des compressions de la taille qui est une fraction de protons, donc il faut être hypersensible pour y arriver, mais certains d'entre vous sont peut-être des détecteurs non gravitationnels. Et donc, quand ces ondes arrivent, on peut apprendre quelque chose sur l'objet qui a fait ça. Le premier, c'était la fusion de deux trous noirs. Et là, il y a quelque chose d'étrange dans celui-ci. Et je vais vous dire après. Et le deuxième, c'est la fusion, un autre événement, fusion de deux étoiles à neutrons. Et si on va vers le centre d'un trou noir, l'énergie devient infinie. Dans la théorie d'Einstein, on atteint une limite, une singularité. Et donc, ce qui fait dire aux théoriciens que la théorie de la relativité d'Einstein est effectivement est incomplète, parce qu'on ne sait pas traiter le centre d'un trou noir. Pourquoi ? La théorie des cordes va dire qu'on ne peut pas arriver à une taille infiniment petite, parce que tout a une extension. La théorie de la gravitation quantique à boucle va dire que de toute façon, l'espace lui-même est granulaire, donc on ne peut pas aller vers l'infiniment petit. Eux, ils essayent de résoudre ce problème, mais dans tous les cas de figure, on ne sait pas le résoudre aujourd'hui. Et il en résulte de ça que le fait que la théorie d'Einstein peut être incomplète et qu'aux grandes échelles, peut-être qu'elle est aussi différente de ce qu'on pensait. Et on prévoyait que pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers, pour expliquer cette forme d'énergie noire dont on a parlé tout à l'heure, il suffisait de modifier un petit peu la théorie d'Einstein aux très très grandes distances, avec une implication, c'est que les ondes gravitationnelles, dans la plupart de ces modèles-là, les ondes gravitationnelles des vagues, arriveraient à une vitesse différente de la lumière lorsque la lumière est émise. Mais quand deux trous noirs fusionnent, il n'y a pas de lumière, mais quand deux étoiles et un neutron fusionnent, il y a eu de la lumière. Et le 17 août 2017 est la date d'enterrement, je voudrais qu'on prenne une minute de silence, de plusieurs théories de gravitation modifiées. Et un succès de plus à Einstein qui continue, malgré le fait qu'il est enterré depuis longtemps, d'être plus vrai que vrai, à un point qui est à la limite de l'acceptable. J'ai un collègue qui m'a dit « c'est tellement inacceptable qu'Einstein ait autant raison que je suis à deux doigts de démissionner ». Parce que même l'article que j'avais écrit, et c'est un théoricien, donc un théoricien, quand il écrit un article, la probabilité qu'on montre qu'il est faux est tellement faible qu'il est sûr qu'il va pouvoir publier son article, d'accord ? Donc le type a vécu pendant des dizaines d'années en écrivant ce qu'il voulait, et personne ne pouvait le contredire vu que c'était intestable. Le 17 août 2017, toutes ces théories sont mortes. Il en pleurait. Voilà. Donc effectivement, les ondes gravitationnelles ont eu cette capacité de montrer qu'Einstein avait encore plus raison que prévu. Et les trous noirs qui ont été découverts avec les ondes gravitationnelles de 30 fois la masse du Soleil
sont des candidats, même si c'est complètement tiré par les cheveux, mais qu'on ne peut pas rejeter de façon facile de matière noire. On a dit que la matière noire était sous la forme de particules. En réalité, on ne l'a pas démontré de façon définitive. Si elle était sous la forme de trous noirs qui auraient 30 fois la masse du Soleil, alors après, il va falloir expliquer pourquoi l'univers a fabriqué des trous noirs et 30 fois la masse du Soleil très tôt dans l'univers, mais accepter ça, eh bien, ça marche avec pratiquement tout ce qu'on observe. Et donc, la matière noire pourrait n'être que des gros machins, des gros trous noirs, et pas du tout des particules. C'est une possibilité. Christophe, une remarque? Non. Bon. Mais j'ai une question. On est tous dans le trou noir. J'ai une question pour David. Oui. Pardon. Francis, Moi par aussi, j'ai contre. une question. C'est ce que ça tue aussi la théorie monde? Alors, la théorie monde, qui veut dire Modified Newtonian Dynamics, qui est une théorie qui dit que, qu'on appelle une théorie effective, qui dit que quand on est à des grandes distances, la gravité se comporte différemment et donc ça expliquerait la matière noire. Malheureusement, on emploie le terme gravité modifiée pour une théorie qui explique la matière noire, comme pour d'autres théories qui sont très différentes, qui expliquent l'énergie noire. Donc là, je parlais de gravité modifiée, mais qui sont une autre famille de théories où je disais que les ondes se déplaçaient à une vitesse différente. La théorie monde, elle est tuée par... elle a d'autres problèmes à l'échelle des amas de galaxies. Si on veut laisser de la place au prochain, on est bien obligé d'arrêter, mais je vais faire la publicité quand même de 2 journaux, La Recherche. Si la matière noire vous intéresse, là, nous avons sorti 3 théories. David m'a dit, mais c'est quoi ces 3 théories? Bon, vous lirez. Et puis, dans Sciences et Avenir, nous avons parlé du neutrino. Là, on n'a pas pu l'évoquer, mais le neutrino, qui est un petit fugace, pourrait nous donner aussi des renseignements sur les tout débuts de l'univers. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi toute l'histoire de l'univers racontée par ces messieurs, mais de toute façon, c'était passionnant et on les remercie beaucoup.